Bonjour et bienvenue à la conférence de presse pour Atlantique. Atlantique, puisqu'elle est un premier long-métrage, concourt non seulement pour le Palme d'Or, mais aussi pour la Caméra d'Or à Cannes cette année. J'ai l'immense plaisir de vous présenter un grand nombre des artisans qui nous présentent le film. Je vais commencer à l'autre bout de la table avec les deux productrices françaises du film, Ève Robin et Judith Lou Lévy. Bonjour. Bonjour. Leur maison de production, Les Films du Bal, présente un deuxième film à Cannes cette année. Il s'agit de Zombie Child de Bertrand Bonello. Et je soulignerai que tout comme sa réalisatrice Mati Diop, Judith Lou Lévy a fait ses débuts, ou pas fait ses débuts, mais a aussi joué devant la caméra comme actrice. En effet. Je passerai ensuite au producteur exécutif et directeur de production du film, Oumar Sall. Non, coproducteur. Coproducteur, pardon. Et Oumar a aussi produit, entre autres, le magnifique film Félicité de Alain Gomis. À côté de moi, le co-scénariste du film, Olivier Demongel. Bonjour. La compositrice de la bande sonore envoûtante, Fatima Al-Kadiri. Hi. Dans le rôle de l'inspecteur, un comédien qui fait ses débuts au cinéma, tout comme ses collègues, il s'agit, dans le rôle de Issa l'inspecteur, Amadou Mbo. Bonjour. Bonjour, ravi de vous avoir. Dans le rôle de Souleymane, Ibrahima Traoré. Bonjour. Et absolument envoûtante, une grande révélation sur la croisette cette année pour sa première performance dans le rôle d'Ada Mamassane. Bonjour. Enfin, la réalisatrice et co-scénariste du film, Mati Diop. Comme je l'ai mentionné, Mati a commencé dans le cinéma comme comédienne, entre autres, pour Claire Denis. Non, j'ai commencé en faisant des films. Et après, j'ai joué un peu. Pardon, merci. Mati, je vais ouvrir la conférence de presse avec une question pour vous. Atlantique est votre premier long-métrage, on l'a mentionné, mais avant, vous aviez réalisé plusieurs courts-métrages, des moyens-métrages qui ont été primés et acclamés. Le premier de ces courts, qui remonte à 2009 et qui, déjà par sa plasticité, vous a révélé comme une grande cinéaste, s'appelait aussi Atlantique. Pourquoi pourriez-vous nous parler du lien entre ces deux films, entre le premier court-métrage et ce premier long-métrage, et aussi vous nous expliquer pourquoi vous avez retourné à cette thématique ou à ce titre? Alors, le court-métrage Atlantique avec un S que j'ai réalisé en 2009 est un film que j'ai dédié à un jeune homme qui s'appelait Sérigne et que j'ai rencontré par l'intermédiaire de mon cousin, avec qui, à l'époque, je passais la plupart de mon temps. En fait, ça faisait 10 ans que je n'étais pas retournée au Sénégal. Et mon besoin de retour vers mes origines a vraiment coïncidé avec le moment où j'ai décidé de m'engager vraiment dans le cinéma et de faire des films. Donc, en fait, mon vrai départ en tant que réalisatrice dans le cinéma et le besoin de me reconnecter à mes origines est vraiment interconnecté. Et quand j'ai fait ce retour au Sénégal, je suis arrivée à une période très particulière. Donc c'était en 2009, au moment où énormément de jeunes quittaient le Sénégal pour rejoindre l'Espagne, pour fuir à l'époque un chômage énorme et donc partaient dans la perspective d'un avenir meilleur. Et c'était je suis vraiment arrivée dans une période très 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 sombre, et je me suis pris ça en pleine face et j'ai décidé de mettre mon cinéma et les outils que j'avais en ma possession au service de cette situation et des personnes que j'ai rencontrées. Et j'ai décidé de faire un film avec un garçon qui, lui, avait envie de
de partager son histoire, de raconter son histoire, en l'occurrence à ses 2 amis, dont mon cousin, et on a fait en une nuit un court-métrage, donc Atlantique, qui enregistre, qui recueille le récit de Sérine, son voyage en mer de Dakar jusqu'en Espagne. Au-delà des raisons du départ en mer, ce qui m'intéressait, c'était vraiment j'avais besoin de retrouver, de mettre en valeur, en lumière, la dimension unique, individuelle de l'expérience de la traversée, dans le but de révéler aussi la dimension mythologique de ces traversées. C'est aussi un moment où le traitement médiatique de l'immigration clandestine m'épouvantait et me mettait extrêmement mal à l'aise. Et j'ai ressenti un gouffre, évidemment, entre la manière dont c'était médiatisé et la réalité très sensible et que j'observais sur place. Voilà, donc j'ai fait ce premier film. Et c'est dès ce premier court-métrage que la dimension mythologique et fantastique de ces traversées en mer m'est apparue. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les ai observées, que je les ai appréhendées. Et j'ai fait ce long métrage aujourd'hui parce que j'avais encore énormément de choses à dire sur ça. Et je pense que j'ai trouvé, finalement, c'est le contre-champ de ces garçons qui partent que j'explore dans le long métrage. À l'intérieur du court métrage Atlantique, il y a une jeune fille qui est la sœur de Sérine, que j'ai filmée lors des funérailles de Sérine, qui est décédée après le court-métrage qu'on a fait ensemble. Et quand je montais ce court-métrage Atlantique, pardon, c'est un peu laborieux, comme les films ont le même titre. J'ai filmé donc sa sœur, qui m'a regardée droit dans les yeux pendant que je la filmais. Et quand j'étais en montage de ce court-métrage, à chaque fois que je tombais sur le regard de Astou, cette sœur de Sérine qui me regardait, j'avais l'impression qu'elle me demandait de raconter son histoire à elle. Et donc Atlantique, le long métrage, vient vraiment de ce personnage féminin du court métrage. Je sentais que c'était aussi une manière de pouvoir raconter l'histoire des disparus en mer à travers le point de vue d'une jeune femme, et donc du coup d'exprimer les choses au plus proche de moi, c'est-à-dire que j'ai ressenti tellement de choses lors de cette période. Enfin, déjà, la manière dont... Beaucoup de choses m'ont marqué, m'ont beaucoup... la manière dont... Il y a 3 choses précises. Il y a le fait que quand ces garçons partent en mer, ils le faisaient sans prévenir. Ils partaient du jour au lendemain, en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, le fait qu'ils ne disent pas au revoir, qu'ils partent et qu'ils téléphonent à leurs proches seulement une fois arrivés. J'ai lu un article aussi qui s'appelle les veuves de la mer, qui parle un groupe de femmes avait été interrogé à Tiaroy et racontait avec les mots qu'elles avaient ce qu'elles pouvaient. Elles attendaient un fils, un frère, un mari qui n'était jamais revenu. C'est un article qui m'avait beaucoup marqué, où il racontait aussi qu'il ne pouvait plus constituer d'équipe de football parce qu'il n'y avait plus assez d'hommes dans le quartier. Et puis le rapport à l'océan aussi, c'est vraiment quelque chose que je voulais développer dans le film. La manière dont mon regard sur cet océan s'est métamorphosé au fur et à mesure de mes séjours à Dakar. Cette présence à la fois magnifique et magnétique et en même temps très menaçante, à partir du moment où on sait qu'une partie de la jeunesse y a disparu. Voilà, j'ai commencé à regarder cet océan différemment. Et, enfin, bon, je parle beaucoup trop longtemps, pardon. Je canalise pas vraiment là, mais on va y arriver. Mathilde, je voudrais faire parler aussi vos comédiens extraordinaires, mais avant, il y a quelques comédiennes dans la salle. On n'a pas de place à la table ici pour les présenter, mais je leur demanderai peut-être simplement de se lever pour les caméras et pour qu'on vous voit et qu'on puisse vous remercier d'être là. Oui, alors
Mariama Gassama, qui joue le rôle de Mariama, l'amie d'enfance d'Ada. Amina Khan, qui joue le rôle de Fanta. La copine d'Ada, les nouvelles amies d'Ada. Et Dior, qui joue le rôle de Nicole. Merci. Nicole, qui joue le rôle de Dior. Justement, Ça marche dans les deux sens, non? Justement, je voudrais poser une question aux comédiens. Le film, c'est extraordinaire, reste sur les épaules de comédiens peu ou pas expérimentés. Je voudrais vous demander, à vous trois qui êtes ici, comment est-ce qu'on vous a abordé? Est-ce que vous vous êtes présenté? Comment vous avez fait ce premier contact? Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour le rôle avant le tournage? Et enfin, c'était comment le tournage pour vous? Casting sauvage. Elle nous a trouvés par des castings sauvages pour tous les trois, je pense. Surtout pour moi, parce que j'étais sorti un samedi où j'avais pas du tout envie de sortir. Et comme j'attendais un taxi et tout ça, elle m'a vu et elle est venue vers moi. Quand elle est arrivée, elle m'a parlé vite fait. Après, elle m'a parlé de son projet, mais pas du tout. Elle m'a juste parlé qu'elle voulait faire un film. Au départ, j'étais pas trop intéressé. Mais quand même, j'ai écouté parce que quand quelqu'un vient vous parler, vous l'écoutez. Donc, du coup, elle m'a laissé sa carte. Et c'est une semaine après que j'ai checké la carte. Puis j'ai dit, OK, je vais appeler. Et quand j'ai appelé, ils m'ont donné rendez-vous. Je suis venu, ils m'ont fait un casting. Et ça s'est bien passé. Ils m'ont rappelé encore. Et je suis revenu, ils ont approfondi. Ça s'est bien passé. Elle a aimé. Elle est revenue à Dakar. On s'est vu et elle m'a fait cette demande de mariage si je voulais avoir le rôle. Sinon, pour les tournages, c'était extraordinaire. Ça fait partie de mes meilleurs moments de vie parce que j'avais jamais pensé que j'allais faire du cinéma en tant qu'acteur, en fait. Et c'était pas quelque chose que j'avais prévu dans ma vie. Donc, du coup, elle a changé cette donne. Et franchement, elle nous a coachés depuis le début. Elle a été présente durant les tournages, après le tournage et avant les tournages. Et bien sûr, avec l'aide des autres. Voilà. Merci. Ibrahima? Est-ce que tu veux lui demander si elle veut dire quelque chose? Pendant qu'Ibrahima... Comme Ahmed l'a dit, c'était un casting sauvage. Moi, on s'est rencontrés dans une infrastructure qui se trouvait dans la banlieue de Dakar, où je travaille pendant les vacances. Et un jour, à la descente, on s'est rencontrés. Elle est venue, je suis rentré. Et à un moment, j'ai l'impression qu'on m'a dit de me tourner. Comme je suis tourné, je l'ai vue. Et elle s'est avancée vers moi. Et je suis resté pointé à l'attendre. Quand elle est venue, on a discuté. Elle m'a expliqué les faits du film et trucs. Et du coup, je lui ai dit, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et du moment que je lui disais ça m'intéresse, je me disais, c'était comme ça, c'est parti par ça. Parce que j'y croyais pas, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on te montre dans la vie et ça se réalise pas. Je me disais, je vais le prendre, mais c'est à voir, quoi. Et du coup, le lendemain, elle est revenue dans la lieu où je travaillais le soir. Après, on a fait 1 à 2 castings là-bas. Elle a trouvé super. Et on a commencé à faire par-ci, par-ça, des castings jusqu'à en arriver là. Et pendant les tournages, ça a été un moment exceptionnel pour nous. Parce qu'on ne rêvait pas de cela. Et ça nous a beaucoup touchés, émus. Et ça nous a permis de savoir plusieurs choses et d'en apprendre
d'autres choses aussi. Et du coup, et pendant les répétitions aussi, c'était un peu accentué. On faisait faire ceci, cela, cela. Mais tout ça, je vois qu'aujourd'hui, c'était que pour qu'on arrive là, quoi. C'était tout ce qu'on faisait faire, c'est pour qu'on soit là. Bah, on le remercie sur ça, quoi. Merci. Merci beaucoup. waaw man li ma def ba xamante ak moom dama génn ci suñu kër di raxasu après ñu tasante mu ne ma naa ko tourner benn film après ma ne waaw. Pour ceux qui parlent pas Wolof, c'est notre langue. Elle dit qu'elle était sortie de chez elle et elle était sortie pour se laver les mains. Et après ça, elle retournait chez elle et c'est là que Mati l'a aperçue et elle est venue vers elle. Et quand elle est arrivée, elles ont parlé, elle en a parlé à sa famille et elle a accepté le fait de commencer en fait pour l'aider et voilà, pour en profiter aussi. léegi si la dugg see wax ak sama yaay ak sama pap ñu d'accord ñu ne waaw mën naa dem tourner film bi mais man fooge ma woon ni dina ñëw ba fii nii man pour man film yii nii rek la woon man daal naa ko tourner rek pare ci loolu woon. Déjà, quand elle a commencé le film, elle pensait pas que ça allait aller loin. Et elle pensait que c'était juste les films qu'elle voyait à la télé au Sénégal. Donc du coup, elle s'est dit, je vais juste le faire et puis en finir, quoi. Mais elle pensait pas que ça allait arriver jusqu'ici. mais instant bi moom kontaan naa trop moom dëgg yàlla moom kontaan naa trop tournage yi moom metti woon na tamit neexoon na tuuti moom. Elle est super heureuse et émue. Bien vrai que les tournages c'était difficile, mais quand même c'était bien. Merci. Est-ce que vous êtes des cinéphiles? Est-ce que c'était un rêve de faire du cinéma avant? Vous avez déjà pensé à cela? Ou c'était simplement un coup de hasard qu'on vous a abordé? Bon, pour ma part, comme tout jeune, ou bien quand on était enfant, quand on regardait les films, on rêvait d'être à la place des acteurs. Ça, c'était que des rêves d'enfant. Par exemple, quand on regardait Rambo, on sortait, on essayait de faire des trucs entre nous et tout. Et d'ailleurs, même une petite anecdote, je me suis déjà poignardé du couteau sur ma cuisse parce que j'ai regardé Rambo avec son couteau et tout ça, et j'essayais de faire ça. Mais avec de vrais rêves, pour de vrai, j'avais pas pensé que j'allais être dans le cinéma jusqu'à que je rencontre Mati. Je n'avais pas pensé à ça, c'était pas dans mes plans. Mais par contre, je regardais aussi beaucoup de films. Je regarde presque chaque soir un film et chaque semaine, je pars au cinéma. Je suis un grand cinéphile. Et voilà. Merci, ravi de vous avoir. Ah oui, et de même que moi, j'aimais le film, j'aime les films et j'avais envie de le jouer. Mais je me disais que c'était une rêve perdue, quoi. Parce que je ne croyais pas qu'un jour j'allais le faire au Sénégal et trucs. Du coup, je me disais que c'est une rêve perdue jusqu'au jour où je rencontre Mati et on commence à faire les castings et trucs. C'est à ce moment que je commence à croire que le rêve n'était pas perdu, quoi. Si. man moom mosuma seetaan film moom man ay série yooyu noonu laa doon seetaan. Elle dit qu'elle ne regarde pas elle ne regarde pas de films. Tout ce qu'elle regarde, c'est des TV shows, des séries à la télé, en fait. mais ñaan naa yàlla moom continuer cinéma bi. Mais bon, comme ça se passe comme ça, je prie à Dieu de continuer sur le cinéma. Nous aussi. Tous. On a une question. Nous avons une question dans la salle complètement à la droite.
Bonjour, Falila Benamassi pour Africiné. J'ai 3 petites questions. Forcément, l'Atlantique, la mer est un personnage principal, l'un des personnages. Comment on travaille pour faire justement de cette mer-là un personnage dans ce film? J'ai une question pour l'ensemble du casting. Alors, l'histoire est un peu mystique, donc on a un peu peur. Comment ça s'est passé sur le tournage? Est-ce que vous étiez... Parce qu'il y a des scènes au cimetière, ce genre de choses. Donc, du coup, comment vous avez... Est-ce que vous n'étiez pas trop effrayé par cette histoire un peu mystique, mais rien de grave? Et puis, un mot pour la... C'est une coproduction belge-française. Un mot sur la coproduction sénégalaise. Voilà. Alors, Atlantique. Comme je l'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est en effet un personnage à part entière du film. D'ailleurs, j'avais ajouté un S au court-métrage parce que, à travers le récit de Sérigne, je voulais aussi évoquer d'autres traversées en mer antérieures. C'était difficile, je trouve, de ne pas penser à des histoires antérieures comme celle de la traite négrière et aussi des voyages qui ont été faits par les colons d'Europe vers l'Afrique. Et d'ailleurs, quand j'ai fait traduire le récit de la traversée en mer de Sérigne en 2009, j'ai vu le radeau de la Méduse de Guéricault. Je ne pensais qu'à ça, il était comme à l'intérieur du texte de Sérigne. Et c'est en me renseignant sur le fait divers qu'il y a derrière le radeau de la Méduse que j'ai découvert l'histoire de son naufrage, d'un bateau, d'un navire négrier qui est parti des côtes, qui est parti de Nantes jusqu'à Dakar, qui a fait naufrage. Et il y a des témoignages des rescapés de ce radeau de la Méduse que j'ai voulu mettre en correspondance avec le récit de Sérigne. C'était vraiment une manière de mettre en correspondance différents récits appartenant à des moments différents de l'histoire, mais qui se répondent et qui se prolongent. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu à l'époque. Et dans le long métrage, la place d'Atlantique dans l'écriture devait prendre donc alors comment ça s'est élaboré? J'ai vraiment voulu rendre. En fait, je pense que la première idée, c'était vraiment de faire de l'océan un complice de ces départs en mer. Je voyais l'océan comme une force surnaturelle qui avalait la jeunesse dans ses tréfonds. J'ai même eu envie de lui prêter une voix, de le faire parler, cet océan. Mais bon, il n'y avait pas besoin de mots pour ça. Sa présence seule est extrêmement éloquente. Et l'idée, c'était, j'espère ce que vous avez ressenti dans le film, c'est sa métamorphose, c'est le fait que en fait, pour l'instant, comme je suis encore vraiment dans le film, j'ai l'impression que parfois mes mots sont pas aussi ne rendent pas forcément justice à tout ce que j'ai voulu exprimer, et j'ai l'impression que la manière dont l'océan vit dans le film n'a pas besoin que moi je rajoute mes adjectifs. Non, mais parce que c'est pas facile je pense que j'ai vraiment voulu le rendre. Je voulais qu'il soit omniprésent, là, tout le temps, qu'il se métamorphose de la même manière qu'Ada se transforme. Et voilà, je voulais qu'on sente que cette puissance magnétique qui les aspire, en fait, et qui les rend, et qui les font revenir aussi. Voilà. Et donc, il y avait une autre question. Oui, alors ça, c'était pas pour moi, je pense que c'était plutôt pour... C'est pour les comédiens. Pour l'équipe. Thanks God.
Alors, est-ce que vous pouvez donc comment est-ce que vous voulez dire à la lecture du scénario quand ils ont lu le projet, pendant le tournage, parce qu'en fait l'ambiance est dramatique et puis il y a des scènes qui se jouent. On est dans une ambiance très mystique. Comment ils l'ont approché, comment ils l'ont ressenti sur le plateau. Est-ce que voilà, il y a une dramaturgie assez importante. C'est assez tragique tout ça. Et donc comment ils l'ont vécu sur le tournage? Peut-être. Après, c'est bon. Amadou, peut-être que. Bon, des fois, je suis Souleymane. C'est bizarre pour certains, le fait qu'il soit dans mon corps. Et c'est une possession, comme tout le monde l'a vu. Durant les tournages, c'était difficile, c'était du travail. Et merci à Ibrahim Mbaye, c'est lui qui nous a coachés sur ça. Et elle aussi. On a fait pas mal d'exercices sur ça. On a simulé. Il y a Nicole qui nous avait fait peur avec des simulations, des trucs comme ça. Et franchement, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait beaucoup de practice. Il y avait beaucoup d'exercices sur ça. Donc, durant les tournages, c'était juste comme les exercices. Mais on ne l'a pas ressenti comme dans le film quand vous l'avez vu. Oui, et puis après, la dimension que vous appelez mystique du film, en tout cas les moments de possession des personnages, en fait, c'était moins étranger aux acteurs qu'à moi, finalement. Pareil, je vais évoquer juste 2 petites anecdotes, 2 petits exemples. En pleine répétition, j'ai pris Nicole qui joue le rôle de Dior à part, parce qu'en fait, il fallait vraiment travailler pour Amadou et toutes les personnes qui tombaient en transe dans le film, Fanta, Amina. Il fallait vraiment travailler la dimension physique, évidemment, de ces transes. Et c'était très important que ce soit physique, organique, impressionnant, enfin que ce soit pas, il y avait une vraie préparation physique à trouver et en pleine répétition, j'ai pris Nicole à part et je lui ai dit j'aimerais qu'on essaye quelque chose. On est en répétition et tout d'un coup tu vas simuler une transe. Tu vas simuler une transe, tu vas faire semblant de tomber dans les pommes. Donc, alors, faut vraiment que tu y ailles à fond parce qu'il faut vraiment pas leur laisser le choix voilà, il faut qu'ils soient... Et parce que j'avais besoin qu'ils soient d'abord témoins de de quelle manière le réel se transforme et la fréquence vibratoire de la pièce change quand il se passe un truc comme ça. Quand tout d'un coup on est là et que quelqu'un s'effondre, qu'est-ce que ça génère en fait en soi et qu'est-ce que ça vient littéralement modifier dans l'air, dans le moment. Et elle a été sidérante. Elle l'a fait à fond. Et donc, évidemment, tous les acteurs étaient en panique. Et j'ai arrêté le truc. Et voilà. Et je disais, OK, voilà, c'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on va devoir trouver. Et 3 semaines plus tard, j'étais à Tiaroy en répétition avec le groupe des garçons du chantier. On était en train de commencer à travailler et il y a un jeune homme qui fait partie de ceux qu'on voit dans le groupe des travailleurs qui est tombé dans les pommes. En fait, il commençait une impro et il est, je sais pas comment dire, il est parti en transe. Et alors, deux des acteurs me disaient « Bon, Mathis, c'est bon, tu nous l'as déjà fait une fois. » Sauf qu'en fait, j'avais rien orchestré du tout. Et il est vraiment tombé en transe. Et c'était justement à l'heure où les esprits sont censés sortir au Sénégal, au coucher du soleil. Tu en parleras peut-être mieux que moi, mais c'est l'heure où les esprits sortent, où les esprits circulent, en fait. C'est pour ça que c'est ce qui m'a influencée pour cette bascule au coucher du soleil. C'est quelque chose que je trouve, qui m'a toujours énormément inspirée, impressionnée, l'idée que les esprits sortent au moment du coucher du soleil. Et voilà, et donc ce jeune homme est tombé. Et moi, de mon point de vue
de mon point de vue, je le considérais comme une crise d'épilepsie. Enfin, mon point de vue, il n'est pas que... Mais bon, voilà, ma première réaction, c'était celle-ci. Et Fatou Touré, l'assistante mise en scène, me dit hyper avec un aplomb et une certitude et un esprit très rationnel, me dit bah oui, c'est l'heure des esprits, il est possédé par quelque chose, par un djinn. Mais et en fait, et pour les personnes autour de moi, c'était ça, c'était exactement ce qui se passait. Voilà. Et donc c'était incroyable enfin voilà, il s'est passé ce genre de choses. Non, mais voilà, c'est un début de réponse. Mais on n'est pas obligé de tous... Enfin, on peut, hein, mais peut-être on peut passer à la question d'après, non? Oui, justement, la troisième, c'est porté sur la production et c'était pour Oumar, sur la production. Oui. Bonjour tout le monde et merci pour votre présence. Donc, pour la coproduction, c'est, comme je dis souvent, il est soit choisi, soit forcé. Et celle-là, je pense qu'elle était choisie parce que il y a d'abord, j'allais dire, facilité parce qu'il y a la nationalité de la réalisatrice, mais il y a également, au Sénégal, il y a cette société que je dirige qui a eu aussi une belle expérience dans la production, notamment ce qu'on a vécu avec les films d'Alain Gomis et tant d'autres, Félicité, Outey, et même dans la production exécutive, le film de Bertrand Tavernier et d'autres donc, que je pourrais citer, qui fait qu'on a une expérience et on est bien, j'allais dire, assis en tout cas ou bien installé dans ce domaine en Afrique, ce qui nous donne une expérience. Plus également, quand on part dans un pays pour coproduire, il faut forcément, si c'est choisi, espérer quelque chose. Et au Sénégal, aujourd'hui, on a également ce fonds pour le cinéma, en tout cas qui aide pour la relance, qui aide la jeune création. Et je pense que aussi mes coproductrices étaient venues à la fois chercher ces moyens additionnels. Donc c'est tout cela, en tout cas, plus nous, ce qu'on a fait en Afrique, qui à la fois, j'allais mettre dans le domaine d'une coproduction forcée, parce que je me suis ouvert également à la Côte d'Ivoire pour avoir encore de l'appui. Donc c'est l'Afrique qui aide l'Afrique. Mais comme toutes les coproductions, elle est également fastidieuse. Ça, il faut le savoir. C'était les exigences qui ont été fixées en amont. Il y a également cette talentueuse Mati dont les objectifs et les ambitions étaient aussi clairs pour nous. Et il fallait répondre à tout cela. Et voilà. Donc voilà ce qui était un peu de la coproduction. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier mes coproductrices parce que nous avons fait tout cela dans une parfaite intelligence. C'est ce qui nous amène. Et aujourd'hui, en tout cas, le Sénégal en bénéficie beaucoup parce que le film est déclaré au nom du Sénégal et de l'Afrique. Et je les salue pour l'intelligence de la collaboration, en tout cas, qui donne naissance à cette belle œuvre que vous avez ici au Festival de Cannes. Je vous remercie. Madame Maybert voudrait prendre la parole. Good morning, Madame Mati. Bonjour, Mati. Je suis très heureuse de vous voir ici aujourd'hui. Vous êtes la première femme noire, la première femme africaine, la première femme directrice réalisatrice à avoir un film à Cannes en sélection officielle. C'est un moment historique. Et est-ce que vous avez quelques conseils pour les autres réalisatrices noires dans le monde? Du panel.
Tout d'abord, félicitations pour ce film. Madame Diop, vous êtes la première africaine, la première femme noire africaine qui présente un film en compétition à Cannes. Est-ce que pour vous, ça représente, donc ça ajoute un stress, une pression supplémentaire? L'autre question, c'est est-ce que vous auriez des mots de sagesse, des conseils pour vos consoeurs réalisatrices noires ailleurs dans le monde? Hello, thank you for your question. Merci beaucoup de cette question. I was very moved when I discovered J'ai été très émue quand j'ai appris la nouvelle, notre sélection. Bien sûr, on m'a souvent posé cette question, donc je me sens un tout petit peu gênée de donner chaque fois la même réponse. Mais depuis le début, ma réponse n'a pas changé, car je pense que, bien sûr, les émotions vont évoluer. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en même temps. Tout d'abord, le fait d'avoir été choisie en sélection officielle, et puis j'ai découvert que j'étais la première réalisatrice noire à figurer dans la sélection. C'est une grande nouvelle, bien sûr. Mon premier sentiment, très honnêtement, était une certaine tristesse parce que je me suis dit, oh là là, il a fallu attendre si longtemps pour que ça se passe. C'est 2019, c'est tard déjà. C'est incroyable d'ailleurs que ça reste un si grand événement qu'il y ait enfin une femme réalisatrice noire en sélection officielle à Cannes. Je le savais, mais ça m'a rappelé le fait qu'il faut vraiment travaber dur pour que cela devienne une sorte de normalité. Je me suis sentie en même temps assez détachée. Certes, c'est moi la première réalisatrice noire, mais c'est comme si ce n'était pas moi en même temps, que c'était quelqu'un d'autre. Depuis toute ma vie, j'ai l'impression de faire des films, de travailler beaucoup. C'est toute ma vie, en fait, que j'ai investi dans le cinéma. Donc, je me suis sentie un peu détachée de l'événement, car je ne suis qu'une toute petite histoire à l'intérieur d'une histoire beaucoup plus grande. Certes, c'est très émouvant d'avoir été choisie. Voilà ce qui m'est arrivé. Je n'en suis pas responsable. Je suis responsable de mon film, mais je ne suis pas responsable d'être la première réalisatrice noire ici à Cannes, en sélection officielle. En tout cas, je sais que les symboles sont extrêmement importants pour les femmes et en fait pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui seront, j'espère, très sensibles en voyant mon film. Je pense que c'est la première fois que je parle de fierté. Bien sûr, c'est un mot compliqué, fierté, identité. Je dois admettre que si une jeune réalisatrice noire apprécie mon film, bon, peut-être que je représente une nouvelle dynamique. Et si c'est le cas, bien entendu, je serai très, très heureuse. C'est très important de pouvoir s'identifier à quelqu'un. Donc, c'est important d'avoir des sortes de références pour les jeunes. Donc, si c'est le cas, si je deviens une sorte de référence pour les jeunes réalisatrices noires, bien, tant mieux. J'en serai très fière. En tant que femme noire, j'ai cruellement manqué de figures de personnes noires qui pourraient constituer une sorte de référence. J'aimerais qu'il y ait plein de personnes noires qui pourraient justement être comme des références dans le monde du cinéma.
Ce n'était pas le seul moteur du film. Bien sûr, ça ne suffirait pas pour écrire une histoire. Mais en fin de compte, je me suis dit, oui, je veux absolument voir en grande lettre, en gros titre, ces références aux acteurs, aux réalisateurs, aux réalisatrices noires. Donc, quand je me trouve dans cette situation, j'avoue que ça me fait quelque chose. Et c'est un sentiment important à partager. C'est tout nouveau. Parfois, j'ai du mal à croire mes sentiments. Je suis tellement intéressée par ce que je vois. Je me dis, oh là là, il y a tous ces gens dans la salle qui réagissent. Je vais voir un film avec des amis blancs et je peux presque compter le nombre de personnes qui réagissent, qui expriment leurs sentiments. Ben oui, on est vraiment présent, on est ici et j'espère qu'on verra de plus en plus de noirs à l'écran, de personnages avec qui on pourra s'identifier. Oui, Inch'Allah. Thank you for your question. Merci de votre question. Malheureusement, c'est tout de notre temps. Eve, Juliette Lou, est-ce qu'il y a une date de sortie pour le film en France? C'est en discussion actuellement. Ce sera à l'automne. Ouais. D'accord, à l'automne. Alors, les gens qui regardent à la télé devront malheureusement patienter encore quelques mois. Merci beaucoup d'être là, d'être venu. Félicitations pour ce film envoûtant, magnifique.